Bonjour et bienvenue dans ce Culture Basse numéro 7. Je vais vous parler aujourd'hui d'un sujet qui me tient à cœur. C'est le sujet du matériel et on va pas parler de n'importe quel matériel, on va parler du combo qu'on va utiliser, c'est-à-dire l'outil le plus adapté pour attraper un black bass, la canne, le moulinet et la ligne. Avant ça, on va faire un petit recadrage. Pourquoi on utilise certaines cannes et certains matériels pour tel type de leurre. C'est parti, générique. Alors, je vais vous parler du matériel utilisé par les professionnels américains. Je ne vais pas vous parler du matériel qu'on utilise en Europe, qui, vous allez voir, est quand même assez éloigné de ce qui se pratique aux États-Unis. Alors, pourquoi vouloir, vous allez me dire encore, pourquoi veut-il toujours importer les cultures américaines en France? C'est pas du tout ça. C'est qu'à un moment donné, on a une chance incroyable, nous les pêcheurs de black bass. Et ça, je ne sais pas si vous le savez vraiment, il existe une expertise mondiale concernant le matériel. On a une chance phénoménale. Rendez-vous compte, on a des gens qui sont sur l'eau presque tous les jours, en tout cas les pros sont tous les jours sur l'eau, il y a un pro qui est en train de pêcher. Et ces gens-là ont mis au point du matériel. Et ce matériel est éprouvé, non seulement en pêche de loisirs tous les week-ends évidemment, en pré-fishing, mais également en compétition. Ça fait plus de 60 ans que les Américains font de la compétition. Il y a 60 ans d'expertise qui existent derrière. Et le matériel aujourd'hui utilisé par les pros, vous allez voir qu'à quelques exceptions près, on a vraiment des consensus là-dessus. C'est-à-dire qu'un pêcheur qui va pêcher au crankbait, vous pouvez prendre sur un classique ou sur un Major League, vous allez prendre tous les ensembles, on va dire crankbait des professionnels qui vont pêcher et vous allez voir que à quelques petits détails près, ça va être exactement le même pour tous. Je vais vous expliquer tout ça. Et oui, parce qu'aujourd'hui, la source d'information, elle est immense. Aujourd'hui, avec YouTube, on a accès à des vidéos de fous de partout et du monde entier. En France, notamment, on a des expertises de gens qui sont des fois à des années-lumière de ce qu'il faut faire en réalité. Hein. C'est pas être méchant de dire ça, mais c'est comme tout. Sur la toile, il y a tout et il y a surtout n'importe quoi. Alors, on va essayer de se recentrer, mais juste sur ce petit noyau de personnes, celui qui pêche professionnellement, et on va juste regarder comment il pêche, en espérant que ça puisse vous aider. Alors attention, hein, ces mecs-là sont sur des bateaux, ils ont 30 ensembles différents, ils vont toujours utiliser celui qui leur convient le top, le plus adapté. Nous, on ne va pas faire comme ça, évidemment. Mais il n'empêche que cette culture-là, il faut la connaître, et c'est pour ça qu'on a créé Culture Basse quelque part. Je vous invite à regarder une ancienne émission, où on avait parlé un petit peu de ces compétiteurs américains, on avait expliqué un petit peu cet univers. Je vous invite à aller revoir un petit peu ça. Et aujourd'hui, on va se servir un petit peu de tout ça pour vous expliquer les cannes, les moulinets, le fil qui est utilisé pour chaque technique. Et on va commencer par le Texas Rig, la technique Rennes. Alors le Texas Rig, très rapidement, un hameçon coudé, c'est-à-dire un hameçon Texas, dont la pointe est cachée souvent à l'intérieur du leurre, un plombal devant, et c'est tout, et un leurre souple. Voilà. Cette technique est utilisée dans les endroits très encombrés. Les Américains vont utiliser une canne d'action rapide, généralement 7 pieds, voire un petit peu plus, avec un ratio relativement rapide de 7. Pourquoi un ratio de 7? Parce qu'en fait, la plupart du temps, on ne se sert de ce moulinet que pour récupérer la bannière détendue. On tire le montage, et une fois qu'il a passé l'obstacle et qu'il redescend, on va s'en servir pour récupérer tout ce mou. Donc en fait, on ne tire pas sur le leurre, on mouline du mou. Et donc chaque fois qu'on va être amené à mouliner du mou, on va récupérer vite puisque c'est la phase où on ne va pas sentir la touche. Donc cette phase-là, qui est critique pour nous, il faut la réduire au maximum. Donc on va la réduire avec un ratio rapide. En 2 tours de manivelle, il va falloir avoir avalé cette petite ligne molle. Pourquoi une canne rapide? Parce qu'en fait, on est sur un montage au leurre souple, on a un hameçon simple, c'est-à-dire que toute l'énergie du ferrage va devoir aller dans la pointe. On n'est pas sur du petit triple, on est sur un gros simple. L'hameçon va devoir perforer le leurre avant d'aller rentrer dans la bouche du poisson. En plus, le poisson, lorsqu'il a pris le Texas Rig, ce n'est pas comme une touche au poisson nageur. Il l'aura
en gamay. Et quand on va ferrer dans les parties dures du poisson, c'est-à-dire le palais. Donc on a une canne dure, c'est logique, un ratio rapide, c'est logique, et la plupart du temps, les pros vont mettre un fluorocarbone. Et ça aussi, c'est logique. Nous, en Europe, on va utiliser de la tresse très souvent. Attention, on peut utiliser de la tresse lorsqu'on est vraiment dans un environnement plein d'herbe. Les pros l'utilisent généralement chaque fois qu'il y a de l'herbe. Mais la plupart du temps, la plupart des pros sont tous en fluorocarbone direct, généralement un 30 ou un 35 centièmes, c'est à peu près le bon compromis. Ça va permettre de passer dans les bois facilement, ça va permettre de bien sentir la touche, on va rester discret, surtout on va avoir une résistance à l'abrasion qui est bien supérieure à celle de la tresse et du nylon, puisqu'on est dans les obstacles et qu'on va frotter toute la journée. Quand la touche va intervenir, il va falloir ferrer fort. Et lorsqu'on a ferré, puisqu'on en est là, ce ratio rapide il va être très important, puisque une fois qu'on aura ferré le poisson, notre canne qui était à 10 heures va se retrouver carrément derrière nous. Il va falloir remouliner tout ce mou pour reprendre contact avec le poisson et le pomper de nouveau. Et à chaque fois qu'on fait ça, il faut un ratio rapide. Voilà, ça semble logique, c'est clair, net. Canne rapide, moulinet rapide et fluorocarbone. Je vous ai parlé tout à l'heure un petit peu de la tresse sur le Texas Rig. Il y a un cas particulier effectivement où certains pros, dans certaines conditions, notamment des lacs un peu profonds et clairs, avec un herbier un peu profond, assez haut d'herbier, vont utiliser ce mix qu'on utilise nous en Europe de manière générale. Eux vont l'utiliser comme un cas particulier sur certaines eaux claires où les gars vont pêcher en tresse, une tresse de 40 livres, 30-40 livres à peu près, et un bas de ligne en fluorocarbone. Mais c'est vraiment un cas particulier pour pêcher de l'herbe en eau profonde. On va utiliser la tresse pour extraire le poisson de cet herbier et on va utiliser cette pointe en fluorocarbone vraiment pour son côté résistance à l'abrasion. Mais c'est encore une fois un cas particulier. Pour le punching, du Texas lourd, c'est-à-dire un Texas avec un poids très lourd qui va nous permettre de perforer les couvertures végétales et aller attraper les poissons qui sont dessous. Tresse de 65 livres direct, canne d'action heavy, action rapide, ratio, parfois même jusqu'à 8 pour vraiment. C'est un Texas, c'est ni plus ni moins qu'un montage Texas, simplement on est beaucoup plus lourd et on est dans un endroit très encombré, avec de l'herbe. Qui dit herbe dit tresse, la plupart du temps. Pas de bas de ligne, ça ne sert à rien, on est dans un environnement végétal complet, avec une tresse qui va se faufiler au milieu de la multitude de filaments d'herbe qu'il y a au milieu. Pas besoin de discrétion là-dedans, on pêche en tresse directe. Pour le punching, par rapport au Texas, on va utiliser une canne un peu plus longue. Allez, la plupart du temps, 7 pieds 6 aux alentours, c'est souvent ça. On va parler du jig. Souvent, on utilise le même matériel pour pêcher au jig et au Texas. Effectivement, quand on est dans le flotte tube, une seule canne pour faire les deux, ça semble logique. Du bord également. Parfois en bateau, quand on ne veut pas se charger, ça va très bien. Si on veut peaufiner un petit peu, au niveau du jig, vous allez vous rendre compte que les cannes à jig sont toujours un poil plus flex en pointe que la canne d'action rapide heavy qui est destinée au Texas. Pour deux raisons. La première, c'est que bien souvent un jig, on va devoir le skipper. C'est l'avantage du jig par rapport au Texas, on peut le skipper pour l'envoyer profondément en ricochet sous les branches. Donc, une petite pointe dans la canne, petite pointe flexible, c'est pas plus mal. La deuxième, c'est que le jig, ce qu'on va faire aussi, encore une fois, la différence du Texas, c'est que bien souvent, en fin de branche et en fin d'obstacle, on va le mouliner pour le rendre attractif. Soit on va lui mettre derrière un petit paddle, soit on va lui mettre une petite écrevisse qui flappe, mais bien souvent, on va le récupérer. Et très souvent au jig, le poisson sort de l'obstacle pour l'attraper au moment où on est en train de le mouliner. C'est pour ça qu'une technique est née comme ça s'appelle le swimming jig, on le lance et on le mouline. La plupart du temps, le ratio du moulinet sera plus élevé qu'en Texas, on va vraiment être à 8 et si on peut avoir plus, on a plus. Pour la bonne raison que bien souvent le poisson qui vient et qui attrape votre jig revient vers vous, revient vers le pêcheur. Donc il faut absolument récupérer tout ce mou et ferrer et pouvoir récupérer ce poisson. Donc la différence du jig par rapport au Texas Rig, c'est que la canne, un poil plus flex, le ratio, un poil plus rapide. Concernant la ligne, c'est la même. Je vais vous parler du leurre souple sans plomb. Ça, c'est une technique qui est très prisée des Français, on l'utilise énormément, notamment parce que quand on pêche des petits plans d'eau, c'est la technique la plus efficace. C'est facile, une spinning, un Texas, et un petit hameçon Texas, un leurre souple, et ça va vous permettre vraiment d'attraper beaucoup de poissons, notamment à vue, c'est très intéressant. En France, on est un peu les spécialistes de cette technique-là. Les Américains, eux, font un peu différemment. Nous, on aime bien utiliser une spinning, parfois une casting avec des leurres un peu plus lourds. Eux, ils sont
systématiquement en casting, avec des actions de canne rapides à semi-rapides, souvent médium heavy, hein, puisqu'il faut quand même lancer un leurre qui est peu plombé. Il faut le lancer loin et précisément, mais il faut quand même un petit peu de puissance pour pouvoir ferrer. Donc encore une fois, fluorocarbone de 30 centièmes, hameçon Texas classique, mouliné, ratio rapide de 7, toujours. C'est un Texas, sans plomb. Donc on va utiliser à peu près le même matériel que le Texas, avec une puissance un petit peu en dessous de canne, pour avoir cette flexibilité qui va nous permettre d'expédier ce leurre plus facilement, qui n'est pas plombé. Encore une fois, si le milieu que vous pêchez en leurre souple sans plomb est rempli d'herbe, vous montez en tresse direct, il ne faut pas s'embêter avec un baleine qui servira à rien sur un endroit plein d'herbe. Vous montez ça directement. Si vraiment vous avez de la profondeur entre votre herbier et que vous voulez vraiment pêcher au leurre souple sans plomb dans cet herbier, vous pouvez mettre un bas de ligne. Voilà, la plupart des pros, je vous le dis, utilisent un fluorocarbone direct en 30 ou 35 centièmes. Voilà. Pour les pêches finesse, les pros utilisent une spinning. Et là par contre on va se rapprocher énormément de notre pratique en Europe. C'est là qu'on voit que notre principal atout en tant que pêcheur européen, c'est vraiment toutes les pêches de finesse sur lesquelles on est assez à la pointe. Et on voit que là par contre, avec les Américains, ça croise. Ils utilisent exactement le même matériel que nous. Une canne spinning, alors que ce soit pour du drop shot, pour du shaky head, pour le neko rig, pour les techniques de wacky, pour tout ce qui est vraiment finesse, les pêcheurs américains vont utiliser une canne d'action, allez, semi de pointe on va dire, une action relativement rapide quand même. Alors, selon les techniques que l'on pêche au drop shot ou en jig head notamment, on ne va pas utiliser exactement les mêmes actions. Vous allez avoir toujours une action plus rapide pour le jig head que pour le drop shot, évidemment. Mais dans la grande majorité des cas, on est sur une canne médium en spinning. On va monter une tresse généralement avec un bas de ligne. Le but de la tresse, c'est effectivement, si vous pêchez près des pontons, de pouvoir tirer facilement sur le poisson pour pas qu'il aille dans les piquets. S'il y a un peu d'herbe, ça va vous permettre de sortir le poisson. Cette tresse va vous permettre également, grâce à sa finesse, puisque là on est en spinning, hein, donc on va pêcher très fin, ça va vous permettre de pêcher relativement profond, avec de la 8 brins, qui va couler plus rapidement que de la 4 brins. On va mettre un bas de ligne toujours, ça va vous permettre de sentir les touches. Souvent quand on est en milieu, quand on pêche finesse aussi, un peu pleine eau, on est un petit peu malmené par le vent et le bateau qui dérive. Tout ça fait qu'en nylon ou en fluorocarbone, on ne sentirait pas ces petites touches. Et cette petite tresse va vraiment nous permettre de sentir une touche, même sur fil plus ou moins tendu. Donc effectivement, là, la petite tresse fine de 16 centièmes, 18 centièmes, 20 centièmes, s'il faut monter un petit peu, si on est face à des gros poissons. Mais voilà, on va utiliser le même système de pêche, un fluorocarbone en bas de ligne en 25 ou 30 centièmes. Un petit spinning de 2005, 3000. Les Américains parfois montent jusqu'à 4000 dès qu'ils veulent un petit peu muscler leur combat avec le poisson, notamment avec les petites bouches qui sont des rudes combattants, où on a besoin de tirer fort pour l'enlever de l'herbier. Donc là, dans ces cas-là, certains Américains pêchent avec du 4000, mais la plupart du temps, on est sur de 2005-3000. Et là-dessus, on est vraiment complètement raccord avec la pratique des Américains. À mi-parcours, je vais vous faire une petite pause là. On va rapidement, parce que c'est peut-être un peu indigeste hein, tout ça. Je ne sais pas si vous avez remarqué, il se dessine quand même deux tendances. Fluorocarbone ou tresse. Et vous avez pu remarquer que tresse, c'est quand même milieu végétal. Fluorocarbone, on est quand même sur de l'abrasion. Vous allez avoir une troisième catégorie qui est le nylon. Le nylon, lui, sa particularité, c'est de flotter et d'être très élastique. Donc en vérité, le fluorocarbone, résistance à l'abrasion, coulant. La tresse, flottante, pas d'élasticité, donc pour l'herbe. Et le nylon flottant pour du leurre de surface. Mais vous allez voir qu'on va retrouver cette tendance-là sur toutes les techniques qu'on va parcourir. Vous voulez un exemple de leurre de surface monté avec de la tresse directe? La frog. Pour pêcher à la frog, on va utiliser de la tresse, la plupart du temps 65 livres. Alors, les pros utilisent du 65 livres et on se dit mais pourquoi? Alors effectivement déjà chez eux, notamment dans certaines contrées, ils ont des black bass énormes, hein, poissons qui peuvent aller jusqu'à 10 kg, ça paraît complètement fou, mais ils ont aussi des endroits où il y a beaucoup de poissons de 4 et 5 kg et ça c'est vraiment important d'avoir une tresse très très grosse. Nous chez nous on pourrait se dire écoutez, t'es bien gentil avec tes histoires d'américains, mais chez nous des black bass de 10 kg il n'y en a pas, des 5 kg il n'y en a pas non plus, ou alors très peu. Donc on ne va pas pêcher aussi gros. Eh ben moi je vais vous dire non, c'est une erreur, il faut quand même pêcher aussi gros. Il faut pêcher aussi gros parce que quand vous allez lancer en casting, que vous mettiez une 40 livres, une 50 livres ou une 65 livres, ça ne fait pas beaucoup de différence.
vous allez pêcher exactement de la même manière. Surtout que là, on est sur un leurre flottant. Il n'y a pas d'histoire de prise à l'eau au niveau de la plongée du leurre. Pas du tout, on est en train de flotter. Une 65 livres, l'avantage, c'est que un black bass, même de 1 kg ou de 2 kg, qui vous prend votre frog et qui repart sous l'élément végétal, c'est pas un black bass de 2 kg que vous ferez. C'est à peu près un tas d'herbe grand comme ça, plein d'eau. Le tout doit faire à peu près 10 kg, plus notre black bass avec. Donc c'est-à-dire qu'on ne fait plus un black bass de 1 ou 2 kg, on fait un tas qui fait 10. Donc effectivement, il faut de la tresse costaud, effectivement, il faut pouvoir ferrer dans cet endroit-là, et effectivement, la tresse doit pouvoir frotter. Je vous l'ai dit, la tresse en abrasion, c'est pas terrible, et si parmi cet enchevêtrement, ce tapis végétal d'où vous avez extrait votre black bass, il y a dessous des bois morts, des choses comme ça, c'est bien d'être monté un peu gros. Voilà. Et puis aussi, le but, c'est de ne pas perdre un poisson. Pourquoi 65 livres? Chaque fois, tout le monde, ça revient toujours, tout le monde dit c'est trop gros, c'est trop gros, c'est trop gros. Moi, je suis désolé, hein. Mais la pêche, le but, c'est pas de casser les poissons. Le but, c'est d'avoir toujours ce petit rapport entre le nombre de touches acceptables et le nombre de casses qui est inacceptable. Donc pêcher fin comme ça, c'est bien joli, mais le but du jeu, c'est de pêcher toujours le plus gros possible. Pêcher en 65 livres dans un endroit très enherbé, ça n'est absolument pas gênant. Ce qui est gênant, c'est de pêcher trop fin et de casser. Ça, c'est gênant parce qu'on laisse un hameçon dans la gueule du poisson. Donc on pêche toujours le plus gros possible, et je vous promets, mettez du 65 livres, spoulez-le dans votre moulinet, pêchez avec, et vous allez voir qu'il y a des fois, quand on tire très fort et qu'on a 10 kg d'herbe qui arrive, des fois, on a un petit peu peur quand même. Mais revenons à notre frog. Deux types d'approches au niveau de la grenouille. Soit une canne assez longue, d'action rapide avec une légère petite flexion en pointe. On est sur une canne heavy, toujours. Mais on va utiliser cette canne pour, cette pied 6, pour couvrir de grandes étendues couvertes de végétaux. Il va falloir lancer loin, il va falloir animer sa grenouille un peu loin, il va falloir ferrer de loin et ramener ce poisson, le faire surfer sur la végétation. Pour ça, il faut utiliser une canne relativement longue, et cette pied 6, c'est pas mal. Autre cas de figure, vous voulez pêcher à la frog, mais sur des endroits plus petits, souvent sous des arbres, vous avez besoin de la skipper, ou vous avez besoin de lancer plus précisément sur des endroits un peu plus accessibles, parce que vous pouvez pêcher à la frog assez près. Dans le cas de l'assiette pied 6, on pêche à la frog loin. Là, on est dans le cas où on va pêcher une bordure, pas très loin, avec des petits nénuphars, des choses comme ça. Et là, dans ces cas-là, on va utiliser une canne plus courte. On va utiliser une 7 pieds, on va utiliser une action plutôt médium heavy, un petit peu plus flexible, on va dire, pour pouvoir vraiment fouetter sa grenouille, l'envoyer plus précisément. Là, plus question de grande canne et de barre, mais plutôt d'avoir une petite action sèche de pointe pour pouvoir lancer ce leurre qui reste léger, mais dont on a besoin de ferrer très fort, parce qu'on a deux hameçons un peu gros, et encore une fois, comme pour le Texas, cet hameçon va venir se prendre dans le palais. Donc il faut vraiment le ferrer fort, de manière à tenir son poisson. Ratio rapide, 7, voire au-dessus, 13 de 65 livres, mais ça, on l'a déjà dit. Assez parlé des leurres souples, on va parler un petit peu de ce qui m'intéresse plus, tout ce qui est pêche aux poissons nageurs, aux leurres dures, on va dire. On va commencer par les jerkbait. Jerkbait, on est sur un leurre avec deux triples, des triples relativement fins. On ne va pas utiliser des cannes heavy, évidemment, on va utiliser de la canne médium, voire médium heavy pour certains jerkbait un peu gros, mais nous, chez nous, on va utiliser très souvent de la canne plutôt médium. On va utiliser un ratio qui peut peut-être vous étonner, et qui va peut-être, pour vous, ça va peut-être aller à contradiction avec ce que j'ai dit précédemment. On va utiliser un ratio relativement lent. En vérité, c'est un ratio moyen, on va dire. On va être sur du 6-4. Et je vous expliquerai pourquoi. Et sur ce 6-4, sur ce ratio, on va le mouliner avec soit du nylon, soit du fluorocarbone, généralement entre 25 et 30 centièmes. C'est souvent le bon compromis. Je vais vous parler de la ligne. Pourquoi du fluorocarbone? Puisque, je vous l'ai expliqué tout à l'heure, le fluorocarbone, on l'utilise beaucoup pour frotter sur les obstacles. Quand on va pêcher au jerkbait, avec deux, et souvent les Américains utilisent 3 triples, on ne va pas frotter sur grand chose, hein. Le but, c'est de pêcher l'eau libre. Alors en réalité, on va utiliser ce jerkbait dans plusieurs cas particuliers. Des systèmes de band bait fish bien établis, avec des poissons qui chassent dedans. Le but est de lancer dedans et de faire éclater le band bait fish, avec des poissons qui vont l'attaquer, le prendront pour une proie. On peut pêcher avec du nylon ou du fluorocarbone. Dans ces cas-là, on va utiliser le nylon pour un peu faire flotter son leurre, si les chasses sont vraiment en surface,
Ou alors on va essayer de pêcher un petit peu plus creux, notamment avec des longues billes. Et là on va peut-être utiliser du fluorocarbone pour essayer d'accentuer encore avec un nylon coulant. On va essayer de gagner quelques centimètres encore sous la surface pour gagner un petit peu en profondeur. Ça c'est à chacun de juger. Souvent, par contre, ce qu'utilisent les pros au niveau du ratio, pourquoi ce 6-4, c'est qu'en réalité, quand on pêche au jerkbait, on n'est pas comme au Texas à récupérer du mou. Effectivement, on met un coup de canne, et ce coup de canne, le fil qu'on prend, on le rend au leurre qui va faire son écart avec. Et on va se retrouver non pas avec une bannière totalement détendue, mais avec un fil qui sera dévié de son axe de départ. Vous êtes ici, le poisson est là, votre leurre. Quand vous allez donner un coup, il va partir. Votre fil va être comme ça. Et quand vous allez redonner un coup, vous allez retendre cette bannière légèrement en angle, mais qui elle est toujours tendue. Elle est tendue et courbée. Et votre leurre va se servir de cette courbure pour faire du droite et du gauche, du droite et du gauche. Le but n'est pas de retendre son fil, comme au Texas. Le but est de laisser de l'inertie dans cette bannière. Donc un 6-4, vous allez essayer, c'est juste parfait. C'est juste au poil près, c'est exactement ce qu'il faut. Un coup, un coup, un coup. Voilà. Ratio de 6-4, c'est vraiment ce qu'il faut pour pêcher. Donc, on résume, canne d'action médium, un nylon de, allez, un petit 30 centièmes ou un fluorocarbone, et un nylon de 6-4. Et un, je recommence. Donc on résume, une canne d'action médium, un nylon ou un fluorocarbone de 30 centièmes, ça va très bien, et un moulinet de ratio en 6-4. Parlons de la poignée de la canne. Très souvent, vous allez avoir une canne qui a une poignée relativement courte. Pour deux raisons. Vous allez avoir des poignées vraiment très très courtes. Vous avez certains pêcheurs, notamment certains pros américains, qui ont mis des cannes. Pour ça, ils lancent leur jerkbait une seule main. Et ils animent. Donc pour lancer à une seule main, très souvent, la poignée n'a pas besoin d'être très longue. La deuxième chose, c'est quand on anime, on n'a pas besoin d'avoir cette poignée qui vient nous gêner au niveau de l'avant-bras ou des hanches. Donc en réalité, cette poignée peut être très courte. Elle peut venir ici, à mi-poignée, pour pouvoir lancer. Elle peut être parfois beaucoup plus courte, pour ceux qui jettent à une main. Voilà. Je vais vous parler du crankbait. Ça, c'est le cas le plus intéressant. La pêche au crankbait, c'est complètement l'inverse du Texas. Au Texas, on utilise une canne raide. Ici, on va utiliser une canne plutôt moderate, très très molle. Au Texas, on utilise un ratio rapide. Là, on va utiliser le ratio le plus lent possible. On va être allé, des fois, on va même descendre à 5. La plupart du temps, 6,2, 6,4, c'est pas mal. On va utiliser un fluorocarbone si on veut que son crankbait descende vraiment très profond, mais on peut utiliser un simple nylon flottant si on veut pêcher notamment avec un square bill, si on veut qu'il franchisse ces obstacles. Donc là, on se retrouve avec une canne généralement de 7 pieds pour les petits crankbaits peu plongeurs. On peut aller jusqu'à 7 pieds 4, 7 pieds 6 parfois, avec des grandes cannes pour pouvoir lancer très loin des crankbaits qui plongent. Cette canne, elle va être en fibre de verre. Pourquoi de la fibre de verre? Pour tout un tas de raisons. Pour avoir une action moderate, c'est-à-dire ce qu'on pourrait appeler en France parabolique, même si le terme n'est pas bon, mais allez, on va dire que ce serait parabolique. On va avoir plusieurs choses. Il va falloir lancer loin un leurre qui est plein d'air. Un leurre plein d'air, ce n'est absolument pas dense. C'est-à-dire que ce leurre, pour pouvoir se charger, il faut que la canne soit relativement molle en pointe, de manière à ce qu'elle puisse l'expédier facilement. La deuxième chose, c'est qu'on va mouliner ce leurre. Le crankbait, lui, fait des écarts latéraux. Si on a une canne droite, les écarts latéraux du crankbait vont être très courts. Si vous avez une canne molle, il va pouvoir nager beaucoup plus large et augmenter son rayon d'action. La troisième chose, c'est que lorsque la touche va intervenir, le poisson va prendre le leurre. Il va le prendre, mais il va se retourner également et repartir. Si vous avez une canne raide, quand le poisson va prendre le leurre, vous allez sentir la touche tout de suite. Il va être piqué au bord de la babine, juste là. Un coup de tête et il se décroche. Dans le cas du black bass, souvent, un saut et il se décroche. Le but de cette canne, c'est qu'au moment de la touche, le poisson prenne le leurre, plie la canne et s'en aille avec. Et c'est à ce moment-là qu'on ferre. 1, il aura pris le leurre. 2, il se sera retourné, il aura planté l'autre hameçon sur le côté. 3, au moment où vous le ferrez, le poisson va se retrouver entre vous et le leurre. Aucune chance de le rater. Si vous avez une chaîne qui fait canne, leurre, poisson,
et que vous ferrez, vous pouvez enlever le leurre de la bouche du poisson. Mais si vous vous retrouvez sur une chaîne où c'est canne, poisson, leurre, et que vous ferrez, bien évidemment, le résultat ne sera absolument pas le même. Troisième chose, le black bass, c'est le roi des poissons qui se décrochent. On a un leurre qui est flottant, qui est planté en périphérie de la bouche. On n'est pas en train de planter un Texas dans le palais, là. On a piqué en périphérie de la bouche. Le poisson, au premier saut, va se décrocher. Et une canne molle va parfaitement atténuer les coups de tête du poisson. Ne va pas agrandir le trou par lequel est rentré le leurre, ne va pas le blesser. Va pas le blesser, un petit peu quand même, hein, mais va beaucoup moins le blesser qu'avec une canne raide. Et on va pouvoir sortir notre poisson plus facilement. Vous voyez l'action d'une canne, comme c'est important sur un type de leurre. Imaginez-vous en train de pêcher au crankbait avec de la tresse et une canne raide. Et un ratio rapide, tiens, pourquoi pas. Vous comprenez bien que le résultat à la fin de la journée, ça ne sera absolument pas le même. C'est une chaîne, canne, fil, mouliné. Ratio lent, puisqu'en fait on est en train de mouliner un leurre sur lui-même, il est en train de venir vers nous. Le fil est parfaitement tendu. Au moment où on ferre, le poisson est piqué. On récupère gentiment, la canne amortie, le fil est tendu au moment où vous ferrez. Vous n'avez pas besoin de ferrage ample. Vous pouvez ferrer très amplement, mais de toute façon, votre canne va atténuer ce ferrage. Donc de toute façon, à chaque fois, vous allez être toujours tendu. Un petit ratio, c'est super parce que vous n'avez pas à forcer. C'est le même mécanisme que sur votre vélo, hein, quand vous montez une côte. Si vous mettez le grand plateau, vous allez forcer comme un âne pour rien. Si vous mettez le petit, vous allez grimper. Et la pêche au crankbait, c'est exactement ça. Plus le crankbait a une grande bavette et plonge, plus votre ratio doit être petit. Pourquoi du nylon? Pourquoi du fluorocarbone? Vous l'avez compris, il faut de l'élasticité. Le nylon est élastique, la tresse ne l'est pas. On pêche en nylon et on pêche en fluorocarbone. Fluorocarbone pour faire plonger son crankbait encore plus. Avoir une chaîne qui va tirer le leurre, mais qui va le tirer vers le bas en descendant. Vous avez déjà vu peut-être dans une piscine ou dans de l'eau claire, quand vous pêchez au crankbait, votre fil fait ça. Avec votre fluorocarbone, il sera un petit peu plus couché. Et si vous voulez pêcher dans de l'obstacle et faire ricocher votre leurre sur du bois ou sur du caillou, alors le nylon sera beaucoup mieux. Comme je vous l'ai expliqué, votre crankbait descend, votre fil est au-dessus. Ça va lui permettre d'être sans cesse tiré vers le haut. Donc chaque fois que vous allez buter sur un obstacle, votre leurre va franchir l'obstacle et il va le franchir par le haut. C'est là qu'il a le plus de chances, 1, d'être attrapé par un poisson, 2, de ne pas s'accrocher. Si vous pêchez en tresse et que vous tirez, vous allez planter votre crankbait. Vous allez le planter dans les bois, vous allez le planter dans les cailloux. On est d'accord avec ça? Allez, leurre suivant. Alors tout ce que je vous dis peut paraître rébarbatif. En réalité, je pense que ce numéro, il ne faut pas le prendre comme un catalogue. Il faut le prendre sur les techniques que vous aimez le plus. Vous savez que vous pêchez beaucoup à telle technique ou à telle autre. Essayez de vous faire un petit combo canne, moulinet, fil, au moins adapté à celui que vous utilisez le plus. Parce qu'après, vous allez vous rendre compte, notamment quand vous allez regarder sur les cannes, votre canne, notamment un spinnerbait, elle va s'appeler peut-être spinnerbait, votre canne. Et si vous regardez bien sur le côté, vous allez voir que vous allez pouvoir l'utiliser pour d'autres techniques aussi. Parce que les fabricants américains le font beaucoup, ça. Donc vous allez voir que ça ne sera pas une canne uniquement dédiée à ça. Mais surtout, si c'est vraiment votre technique de prédilection, augmentez-lui ses pouvoirs à votre technique. Vous allez voir que, vous allez pêcher plus efficacement, plus confortablement, puis vous allez peut-être faire plus de poissons avec. On va parler du spinnerbait, tiens, tant qu'on y est. Spinnerbait, beaucoup de gens, comme pour le crankbait, pensent qu'il faut une action relativement molle, et pourquoi pas une fibre de verre. Ben voyons. Non, pas vraiment. Il y a une sacrée différence entre le spinnerbait et le crankbait. C'est l'hameçon. La différence entre le spinnerbait et le crankbait, c'est l'hameçon. Sur le crankbait, on a 2 triples qui vont se piquer en périphérie. Le spinnerbait, on a un hameçon simple, donc qui implique obligatoirement de la bouche, à l'intérieur de la bouche. Pourquoi pas dans le palais? Le but, c'est de le planter fermement à l'intérieur, pour pas décrocher. Donc il va falloir quand même avoir une canne un peu raide. Alors pas aussi raide que pour pêcher au Texas, évidemment. Peut-être une petite canne avec un peu de flexibilité comme pour le jig. Après tout, le spinnerbait, ça n'est qu'un jig avec des palettes. Vous avez des cannes à spinnerbait dédiées et vous allez remarquer que ces actions sont relativement flexibles en pointe. Par contre, vous allez avoir un bâton juste en dessous. Ces cannes-là, souvent, on peut les utiliser pour certains jerkbaits également. C'est un peu cette action-là qu'on recherche.
une flexibilité en pointe et un peu dur derrière. Ces cannes à spinnerbait, généralement ça fait 7 pieds. Spinnerbait, c'est pas une pêche de distance, c'est plutôt une pêche de précision. Donc on a besoin de quelque chose de très maniable, d'un peu de flexibilité en pointe. On est souvent sur du médium ou du médium heavy, généralement sur des actions semi-rapides. Il faut pouvoir détecter la touche à la descente et à la récupération. Donc effectivement, ça peut être un casse-tête pour un concepteur de leurre. Les professionnels, eux, utilisent vraiment des cannes dédiées, vraiment au spinnerbait, parce que c'est vraiment une technique un peu particulière. Le ratio, lui, du moulinet sera relativement lent. On va être sur du 6-4 à peu près, grosso modo, un peu comme du jerk, un peu comme du square bill, puisque en fait on mouline le leurre droit et que quand la touche intervient, on est sur du fil tendu. Pas besoin d'avoir un ratio de fou. Mais il faut quand même planter l'hameçon et récupérer un peu ce mou. 6-4, c'est très bien. Au niveau de la ligne, un nylon ou un fluorocarbone. Généralement, on est vraiment sur du fluorocarbone, cas particulier sur des pêches, on va dire, allez, de pleine eau. Mais la plupart du temps au spinnerbait, il faut bien comprendre que le spinnerbait, on a mis un hameçon simple, c'est pas pour rien, ça veut dire que c'est pour éviter d'accrocher. Éviter d'accrocher, ça veut dire qu'on pêche quand même près des obstacles. Le but du jeu au spinnerbait, c'est de lancer quand il y a du vent, près des obstacles. Le but du jeu, c'est de faire sortir le poisson pour prendre. Donc, en réalité, on va utiliser la plupart du temps un bon fluorocarbone, 30 centièmes, ça va très bien. Si vous êtes en contact avec de l'abrasion, je sais pas, des vieux tuyaux rouillés, des bois morts un peu embêtants, pas encore des bois morts ça va, mais de la moule zébrée, des choses comme ça où c'est très très coupant, là vous pouvez passer en 35 centièmes fluorocarbone pour des pêches de plus de proximité, on va lancer un petit peu moins loin. C'est un leurre qui se lance pas très très bien le spinnerbait, notamment qu'on l'utilise quand il y a du vent. Donc quand on monte en diamètre, effectivement, ça devient difficile de bien le lancer. Le 35 centièmes, on va l'utiliser pour des pêches proches, là où il y a beaucoup d'obstacles et d'abrasion. Alors il me vient, c'est pour ça que j'hésite un peu, il me vient un cas particulier où je me rappelle d'un Bassmaster classique remporté par Skip Trees, un professionnel très très connu, qui pêche beaucoup qui pêche beaucoup au spinnerbait, qui pêche un peu à tout, mais il avait pêché sur la Red River, il avait été monté en 13 direct, avec un ratio de 7. Une canne à spinnerbait quand même. Donc il avait fait exactement à peu près l'inverse de ce que je suis en train de vous dire, mais je vais expliquer pourquoi. L'eau était boueuse, elle était haute, il pêchait les backwaters, c'est-à-dire l'eau avait débordé dans certains champs et il pêchait là. Il y avait beaucoup de végétation, énormément de végétation qui se mettait à flotter, qui dérivait, plus de l'herbe, puisque l'eau était passée sur de l'herbe, donc on était dans un milieu anormalement enherbé pour la saison. Donc il l'a dit, herbe, tresse, il l'a noué directement, parce qu'il ne s'est pas embêté à faire un bas de ligne, et puis il avait bien raison, l'eau était trouble, de toute façon. Il n'y avait pas tant que ça d'abrasion. Et un ratio de 7, car en réalité, il lançait son leurre, il le moulinait à peine, et il le relançait en suivant. Et la plupart du temps, vu que beaucoup d'herbe était présente, et qu'il pêchait dans très peu d'eau, le but du jeu, c'était de ferrer le poisson, et de le monter tout de suite. Et pour faire ça, un ratio de 7, c'est parfait. Voilà cet exemple qui me vient à l'esprit, un cas particulier. Alors, vous allez voir, c'est ça qui est fantastique avec ces techniques-là, c'est que ce sont des règles et vous avez tout un tas de petites exceptions. Et la difficulté, c'est de ne pas prendre les exceptions pour des règles. L'avantage qu'on a, c'est que c'est les pros qui les utilisent la règle. Mais vu qu'ils la connaissent, la règle, de temps en temps, ils sont capables d'en dévier pour aller chercher quelques exceptions. Voilà. On va parler du bladed jig ou du vibrating jig. Ou du chatterbait. Voilà. Chatterbait est un terme déposé. Déposé, l'inventeur l'a appelé chatterbait, il a été racheté par la marque Zedman, et il n'y a que Zedman qui peut utiliser le terme de chatterbait. Donc vous allez voir qu'en Europe, beaucoup de gens ne le savent pas forcément, alors vous avez beaucoup de gens dans les fabricants qui ont appelé ça chatterbait. Il faut faire attention quand même, parce qu'avec l'extraterritorialité de la justice américaine, ils peuvent prendre un procès à plusieurs centaines de milliers de kilomètres de là. Il faut faire gaffe. Voilà. On parle de bladed jig. C'est pas mal, bladed jig. C'est un jig avec une palette, tout finalement. Et ça correspond bien à ce qu'on pêche. Alors voilà, le bladed jig, c'est un jig avec une palette qui vibre. C'est un swimming jig en réalité qui vibre très très fort. Et alors là, encore une fois, c'est très intéressant. Vous avez beaucoup de cannes chatterbait qui sont sorties sur le marché. Elles ont à peu près toutes les mêmes caractéristiques. On est sur un hameçon simple, comme le spinnerbait, donc il faut un bon ferrage, donc quelque chose d'un peu dur, une action relativement rapide, mais quand même avec cette petite pointe un peu flexible, de manière à, comme pour le crankbait, ne pas gêner son évolution. La deuxième chose qu'on a avec le chatterbait,
Et c'est pour ça que très souvent on a des cannes relativement coniques. C'est que ceux qui pêchent beaucoup le black bass, je parle. Je ne parle pas des brochets, je ne parle pas des perches, je ne parle pas des cendres que je connais beaucoup moins bien, ou encore moins des silures. Je vous parle du black bass. Les touches au bladed jig. Allez, je vais vous donner une proportion, il ne faut pas le faire, mais je vais le faire. 9 fois sur 10. Allez, 9 fois sur 10, elle a lieu au ras du bateau. Et c'est incroyable de voir ça. Suivez une compétition américaine de bout en bout, hein, avec des gens qui pêchent au chatterbait, vous allez voir tout de suite ceux qui ont des touches au bladed jig, c'est au ras du bateau. C'est souvent comme ça que ça se passe. Et ici, c'est exactement pareil. Vous lancez, le poisson suit, le poisson suit, le poisson suit, le poisson suit, et au moment où votre leurre commence à effectuer son petit retour pour remonter et être sorti de l'eau, toum, vous avez très très souvent la touche là à 2 mètres de vous quasiment. Donc il faut une canne qui, au moment où la touche intervient, il faut vraiment que la canne, boum, amortisse un petit peu tout ça. Donc vous allez avoir une action assez particulière de canne relativement raide, avec une action flexible en pointe, mais vous allez voir qu'il faut quand même que cette action soit haute, de manière à ce que la canne puisse quand même plier complètement au niveau de la touche. On l'a dit au niveau du ratio de 6,2, 6,4, c'est pas mal, c'est pas besoin de beaucoup plus, il faut quand même mouliner ce leurre qui est déjà avec un fil tendu, ça sert à rien de rajouter en plus de la récupération. On va le remplir de fluorocarbone généralement de 30 à 35 centièmes, j'insiste beaucoup sur le fluorocarbone, mais c'est un fil qui est coulant. Alors ça c'est très intéressant, ça évite d'avoir des angles, de modifier la profondeur de nage d'un leurre, et puis c'est très résistant à l'abrasion, même si on pêche dans des endroits peu encombrés, vous savez le black bass comment ça se passe, on pêche sur les endroits qu'on croit à peu près propres, et puis on est en train de mouliner, puis on a un super bass bot, on est content, ou un petit jump bot en alu, et puis au moment d'arriver, le poisson se fout dans l'hélice du bateau et ça frotte, et si on est en tresse ou en nylon, ça casse, voilà. Donc le fluorocarbone, même sur les endroits encombrés, c'est quand même j'ai pas envie de dire que c'est la panacée, mais c'est quand même très 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 utile. Allez, dernier leurre, le lipless crankbait. Comme son nom l'indique, on est sur un crankbait. Le ratio, beaucoup de gens pêchent très très rapidement avec ça. Alors on peut le concevoir des fois quand on pêche vraiment dans les herbiers à tirer. C'est des cas un peu particuliers. Mais généralement c'est pareil, on est encore sur du 6,4. On est sur du fluorocarbone encore une fois. Vraiment pour polyvalence de ce type de ligne. Et la canne, on va être sur du 7 pieds encore une fois. On peut monter à 7 pieds 2, 7 pieds 4 si on a vraiment besoin de lancer loin. On va pouvoir pêcher avec des cannes en fibre de verre qui vont se rapprocher un petit peu des cannes pour le crankbait, puisque finalement c'est un crankbait. Et on va pouvoir utiliser également des cannes en carbone un petit peu, si on a besoin vraiment de pêcher dans les herbiers, de tirer un petit peu, on va avoir besoin d'action peut-être médium ou peut-être un petit peu plus rapide, medium fast pour arracher un petit peu les herbes. Voilà, on a à peu près fait le tour de toutes les techniques. Voilà, cette expertise au niveau des pros, j'insiste un peu là-dessus, mais effectivement on a la chance de l'avoir, il ne faut pas la sous-estimer, ça vous donne vraiment un cadre. J'ai parlé tout à l'heure de quelqu'un qui pouvait pêcher avec une canne raide, un crankbait et une tresse, un ratio rapide. Bon voilà, c'est vraiment le cas typique où moi je vois des pêcheurs qui par exemple au chatterbait me disent c'est super efficace, mais j'aime pas pêcher avec ce leurre, c'est horrible, c'est trop dur, et quand on gratte un peu et qu'on regarde, c'est parce que la personne pêche avec une canne trop raide, avec de la tresse, avec un ratio rapide, et là le mec il pêche pas, il fait du marteau piqueur quoi. Donc forcément, bien sûr que écouter ses pros, ça peut et suivre un petit peu ces règles là, ça peut vous apporter de l'efficacité, c'est évident, mais ça va vous apporter aussi du confort, hein. Faut pas oublier que ces mecs là ils pêchent 8 heures d'affilée, ils se cognent des pré-fishing, voilà, ils pêchent 300 jours par an. À un moment donné, les problèmes qu'ils ont rencontrés, ils les ont résolus, vous inquiétez pas. Donc, si on garde cette ossature-là, au niveau des règles que j'ai dictées là, généralement, on ne se trompe pas trop. Après, une fois qu'on les connaît, alors là, une fois qu'on les connaît bien sur le bout des doigts, on peut aller s'amuser à régler quelques problèmes, à aller mettre de la tresse là où habituellement on met du fluoro, à mettre un ratio plus rapide là où on en met un lent. Voilà, à chaque fois, il y a toujours une adaptation à faire. L'important, c'est de bien connaître toutes ces règles-là, et on a une chance incroyable, je le répète, c'est qu'on a une expertise dans le domaine. Je pense que ces règles-là, il faut quand même, c'est important au moins de les connaître. Voilà. Même si ça peut paraître rébarbatif, mais je pensais que c'était vraiment un point important qu'il fallait absolument mettre à plat aujourd'hui. J'espère que ce numéro de Culture Basse vous a plu, et on se donne rendez-vous pour la prochaine fois. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Lio's Striking France, et puis à très bientôt. Si ça vous a plu, vous likez. Si ça vous a pas plu, vous likez pas, vous mettez le pouce comme ça, et puis à très bientôt.